Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors j'ai ce soir en plateau avec moi Christian, directeur sportif du FCO Tsingoni. Christian, bonsoir. Bonsoir cher ami. Vous êtes accompagné de vos jeunes, dont Victor, Kader. Bonsoir. 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 Ça va? C'est Farsi. Farsi. Alors, on va parler football avec vous, notamment en formation arbitre. On va parler aussi de l'équipe U18 de Tsingoni. Ça sera en deuxième partie d'émission. À ma gauche, donc j'ai deux grands maîtres, deux grands sensei de l'aïkido. Donc, je vais vous laisser vous présenter, Madame Montfort et Monsieur Royer. Honneur aux dames. Merci. Donc, Catherine Montfort, et j'enseigne l'aïkido au dojo de Bandrélé. Alain Royer, je suis originaire de Micro. Alain Royer, donc j'enseigne moi depuis un certain nombre d'années à Clermont-Ferrand et à Roya, voilà, une région volcanique qui, je crois, a des points de similitude avec la vôtre. Tout à fait, oui. Et vous enseignez depuis plus de 40 années, me semble-t-il. Oui, 40, pas loin de 50 quand même. 45 ans, on ne va pas trop dire chiffre, mais au moins 40 ans. Ouais. Alors, on va donc commencer par le championnat de football féminin DH. Un match en retard, enfin des matchs en retard ont eu lieu ce week-end pour le compte de la première journée. Nous avons assisté au match le Tchanga SC qui accueillait donc qui recevait les jumelles de Mzouazia. Reportage en images signé Nourdine Abdourahim. Ce week-end avait lieu des matchs en retard pour le compte de la première journée du championnat de football de DH féminin. Les deux équipes se connaissent et se craignent mutuellement. Les 11 alignés par Mini Hadji, le coach des jumelles, semblent ne pas être au complet. C'est donc avec une équipe bis peu expérimentée qui va voir s'affronter le rouleau compresseur du Tchanga SC. Très vite, le Tchanga SC impose son jeu et fait savoir qu'il est ici, à Mila, dans son jardin. Deux équipes de poids, mais avec une équipe des jumelles amoindrie, la balance va pencher en faveur du Tchanga SC qui très vite va prendre le contrôle de la partie et dérouler tranquillement pour rapidement inscrire le premier but, celui de la victoire. Donc moi je suis pas là pour juger l'adversaire, où il était complet ou pas, mais c'était de voir l'évolution de mes joueurs, le jeu et à la fin qu'on gagne le match. Maintenant, Tchanga, on a dominé le football féminin, donc il faut que ça continue. Et elle montrait sur le terrain que voilà, on est là et c'est pour le football féminin que ça avance. Sereine, les Vertes vont faire la démonstration de leur talent et prouver que rien ne s'est perdu durant la trêve estivale. L'équipe des jumelles va subir l'absence de Sitina. En défense se fait ressentir. Le bloc défensif est fébrile, mal organisé et a du mal à se replacer efficacement lors des contre-attaques. Le manque d'effectifs oblige le coach à faire du bricolage technique. Et Zalia, pilier de l'attaque violente, se retrouve en défense. Aujourd'hui, on était très diminués, donc comme vous l'avez constaté. Donc on a amené une équipe de gamines. Bon, malgré tout, elles se sont battues. Elles ont fait 3 erreurs de jeunesse et ça nous a coûté 3 buts. Donc c'est dommage que les autres n'ont pas pu venir soutenir les autres, quoi. C'est logiquement que le Tchanga SC s'impose par le large score de 3-0 et assure le maintien de sa place de leader. Ouais. Et donc le Tchanga SC est en tête de ce classement du championnat de DH féminine. Et il y aura donc un gros match le week-end prochain qui verra s'opposer le Tchanga SC au football club de Mtsapéré. Alors, maintenant nous allons passer à la partie
Aïkido. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition, Madame Montfort, de l'aïkido, qui est, rappelons-le, un art martial, mais non violent? Oui, alors l'aïkido, pour moi, puis pour une grande majorité, c'est un art martial, particularité non compétitif. Donc, pas de discipline olympique, ouvert à tous et toutes, pratique mixte, et qui a pour finalité de retourner l'agressivité d'un partenaire sur lui, soit par un jeu de projection ou d'immobilisation. D'accord. On va tout de suite revenir, donc on va voir ça en images. C'est un reportage que nous avons tourné samedi. C'était au dojo de Mangajou. Rappelons-le, vous avez un dojo à Bandrélé. Il y a aussi un dojo à Kanikeli. Non. Enfin, j'ai commencé l'année passée à Kanikeli, mais cette année je suis à Bandrélé. Et voilà, et le dojo de Mamoudzou. Et il y a un dojo à Mamoudzou et un dojo à Sada. Voilà, avec Fabrice Tézan. Avec Fabrice Tézan, et à Mamoudzou, c'est Salim. Alors, on va visionner tout de suite ce reportage. C'était un cours d'aïkido donné donc par Maître Royer. Sensei Royer. Ouais. alors, image, reportage signé Nourdine Abdourahim. Partenaire, il ne bouge pas. Hein. Partenaire vient sur ma tête. Voilà. Alors, bonjour professeur. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous en dire plus quant à votre venue sur le territoire de Mayotte? Bon, alors, j'ai été invité par Madame Montfort, qui est directrice du collège de Kanikeli, et qui était mon élève en métropole, à Clermont-Ferrand, à Roya. Elle a commencé l'aïkido avec moi, je l'ai formée, elle a atteint le niveau 3e dan, elle a passé son brevet d'état, et elle m'a dit, viens en Mayotte, tu verras, il y a des gens très sympas, tu vas leur apporter tes compétences. Donc je suis venu ici faire des cours et dans son dojo, et à l'invitation de notre ami Fabrice, qui m'a fait venir à Sada. Et je suis tout à fait ravi parce qu'ils sont très accueillants et je passe des bons moments. Allez, un peu de show. Le 7 juin, je pars à la Réunion pour passer le 1er dan, en fait, qui correspond à la ceinture noire en aïkido. Et alors, qu'est-ce que cela implique dans vos entraînements, dans votre préparation quotidienne, aussi bien psychologique que physique? Ça implique de l'entraînement, effectivement. Non, ça demande bien 1 an de préparation. En général, on le passe au bout de 2-3 ans de pratique. Enfin, après, ça dépend un peu du rythme de pratique, mais 2-3 ans de pratique. Et puis, dans l'année qui précède, on se concentre plus sur la nomenclature, en fait, c'est-à-dire le nom des techniques et puis réussir à appliquer. Après, le 1er dan, c'est le premier niveau en aïkido. Donc le but, c'est de connaître toute la nomenclature. Et après, 2e, 3e, 4e dan, on va travailler plus sur des principes plus fins en fait, de l'aïkido, sur le centrage ou des choses comme ça. Je suis venue à un stage animé par Alain Royer, mon prof en fait, celui qui m'a formé depuis toujours en aïkido. Ce que j'aimerais, c'est que si un jour je dois quitter Mayotte, ce qui est possible qu'il se produise, c'est que mon club perdure, c'est-à-dire que j'ai pu former des pratiquants mahorais qui prennent la suite et qui dispensent l'aïkido à Mayotte. Voilà, je pense que c'est ce qu'un prof peut espérer quand il a des élèves. C'est ce que j'ai fait en métropole. Mon premier club, il existe toujours, et ce sont mes élèves qui ont pris la suite. Alors Catherine, ma première question sera pour vous. C'est quand même, on voit que vous avez quand même l'ambition de former des générations qui, elles, en formeront d'autres. Pour vous, c'est important, ce passage de relais? Oui, la preuve, c'est que je suis la résultante, je dirais, de la formation dont j'ai pu bénéficier par Alain. Après, on peut pratiquer sans enseigner. Moi, j'ai pratiqué, j'ai souhaité enseigner. Alors peut-être parce que en parallèle, j'étais enseignante pour l'éducation nationale, mais en tout cas pour moi, la transmission est importante et c'est une autre façon de pratiquer. Alors je pense qu'il est important d'être à la fois élève et enseignant, et de pouvoir permettre, à travers une expertise ou une maîtrise que l'on peut avoir, de permettre aux autres de bénéficier de cette pratique et puis de l'étendre sur un département comme Mayotte. Oui, c'est important. Alors, Sensei Royer,
J'ai lu, je me suis un peu documenté à votre sujet. J'ai vu que vous poussiez même vos disciples à aller s'entraîner avec d'autres professeurs. Tout à fait. Et c'est quand même louable. Ça veut dire qu'en fait, vous les poussez à acquérir d'autres techniques, à enrichir leur bagage, c'est bien ça? Tout à fait. Moi, je suis pour la diversité des enseignements. Ça fait partie de l'enrichissement et de l'ouverture à des pédagogies différentes et à développer sa culture Aikido auprès d'experts de sensibilités différentes et de s'enrichir ainsi comme ça. Et ça crée surtout un état d'esprit d'ouverture. Ce qui pour moi est important. Le terme d'ouverture et échange étant le terme usité en Aikido le plus souvent quand on veut définir la pratique. Alors vous êtes donc le directeur technique régional de l'Aikido pour la région en Auvergne. Qu'est-ce que ce poste vous engage à faire, vous oblige à faire? Alors ça ne m'oblige pas, c'est une passion. Oui. C'est avec plaisir que je remplis les fonctions que ma fédération m'a données comme mission. Globalement, c'est l'animation des clubs, c'est la formation des professeurs, c'est un rôle de jury dans les passages de grade. Et globalement, voilà, c'est à peu près toutes les missions. Donc ça permet, si vous voulez, de garder au contact des générations et des clubs de l'Auvergne la plus profonde. Et ensuite, d'essayer de faire une formation continue auprès des enseignants et moi-même me ressourcer auprès d'eux. Voilà. Et vous allez d'ailleurs souvent au Japon où vous rencontrez des maîtres ou des maîtres? Souvent, non, au Japon, il ne faut pas exagérer, hein, par rapport à mes collègues qui, eux, ont vécu des mois et voire des années. Moi, j'y ai fait 2 petits passages et je suis allé à la maison mère, on appelle l'Aikikai à Tokyo, où j'ai pu côtoyer effectivement quelques experts. Je les ai plus côtoyés quand ils venaient en France qu'au Japon, vu que bon, j'avais une activité professionnelle qui m'obligeait à rester quand même sur la métropole. Mais mes 2 passages ont été enrichissants et chaque fois que ces experts japonais viennent en France nous communiquer leur savoir, nous transmettre leur savoir, je ne manque pas d'être présent. Catherine, donc pour vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez? Vous depuis toute jeune? Même si vous êtes encore jeune. C'est gentil, mais pas tout à fait encore toute jeune. On peut commencer beaucoup plus tôt que je ne l'ai fait. J'ai 16 ans de pratique et j'ai commencé à la trentaine. Vous voyez, donc l'âge idéal, c'est pas la trentaine. Hein. Je pense que plus on commence jeune, mieux c'est pour l'évolution et puis pour le corps. Mais j'ai 16 ans de pratique. Et à partir de quel âge on peut commencer pour ceux qui seraient intéressés, les enfants, les plus grands Je dirais à partir du moment où on a une certaine motricité. Après, je ne vais pas vous dire qu'on fait le même Aikido à 7 ans ou à 11 ans. Ça reste un petit peu plus ludique à 7 ans que ça ne le devient à 11. Mais à partir du moment où on maîtrise la droite, la gauche, ça ne pose pas de problème. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que depuis la départementalisation, vous êtes donc reconnu au niveau national et ça permet aujourd'hui de pouvoir faire venir des intervenants extérieurs. C'est un gain, c'est quelque chose de bénéfique pour l'Aikido Maoré. Oui, bien sûr. Alors, j'ai une petite particularité, c'est que je fais partie également du comité directeur de la fédération, où j'ai en charge 2 commissions distinctes, la commission femmes et la commission handicap. Donc, je vais régulièrement à Paris, en tout cas 3 fois par an, pour assister aux réunions fédérales. Et c'est vrai que le fait que Mayotte soit devenu département en 2011, les clubs étant affiliés à la fédération, et comme n'importe quel autre département, ont bénéficié d'intervenants extérieurs par le biais de demandes de subventions faites auprès de Jeunesse et Sport, que je remercie d'ailleurs ce soir pour les 3 clubs de Mayotte. Et donc on a la chance de pouvoir avoir cette année un 7e dan, Alain Royer, on a eu Luc Bouchareux récemment qui est 6e dan. À l'heure actuelle, il y a également un 4e dan sur le département. Et ça permet d'enrichir globalement la pratique de tous les élèves et aux enseignants de redevenir élèves pour l'amélioration de leur pratique. Oui, c'est important. Et pour ceux qui ne savent pas, quels sont les différents grades au niveau de l'Aikido? C'est comme au judo, on commence par la ceinture blanche et on monte jusqu'à la ceinture noire?
Alors, sauf qu'en fait, on ne parle pas de couleur de ceinture, mais de grade, puisque ce ne sont pas des compétitions. Donc, on n'acquiert pas les grades par des points en compétition, comme il peut y avoir en partie pour le judo. C'est des passages de grades et différents systèmes jusqu'au premier Q qu'on va mettre équivalent ceinture marron. Les grades se passent dans les clubs avec l'enseignant. Le premier dan, comme Maud que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, qui passe son premier dan, là, le jury régional, donc Mayotte est rattaché à la Réunion pour l'instant, avant de devenir, on peut l'espérer un jour, complètement autonome. Et donc, les candidats se déplacent à l'île de la Réunion, ce qui représente un coût. Et là, le jury est régional pour le premier et deuxième dan. Et troisième et quatrième dan, ce sont des jurys nationaux où en général ça se situe à Paris ou à Marseille. Au-delà du quatrième dan, c'est ce qu'on appelle des grades de haut niveau et c'est une reconnaissance fédérale liée à l'investissement du gradé dans la fédération, sa pratique, etc. D'accord. Alors donc l'aïkido, c'est ce que vous me disiez samedi, que dans votre région donc vous pratiquez beaucoup de sports, du vélo, de la marche, de la course, de l'escalade en montagne. Est-ce que l'aïkido, par exemple, comme la boxe thaïlandaise ou d'autres sports de combat, demande la même préparation aussi intense en dehors des dojos? Non, pas du tout. Disons que comme il n'y a pas de connotation sportive, il n'y a pas de combat, il n'y a pas une préparation physique exceptionnelle pour faire face à des échéances qu'on connaît dans toutes les activités de combat. Là, on a besoin simplement d'avoir peut-être en conditions physiques normales. Le travail, lui, se fait sur des principes de biomécanique relativement subtils. Le travail de fond, c'est une amélioration de la coordination motrice. Donc, un schéma corporel normal, un âge qui peut aller, dont parler des adolescents ou voire des plus petits, jusqu'aux seniors, on va dire. Tout le monde peut s'exprimer en aikido. On demande simplement, quand on participe à des cours, un investissement physique normal, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond, hein, même s'il n'y a pas de compétition, il y a un investissement physique qui est du niveau d'une activité sportive moyenne, mais comme il n'y a pas de compétition, je vous l'ai dit, il n'y a pas de préparation spécifique. Hein, on fait appel à ce que je disais précédemment, le problème de la coordination motrice, donc on demande à s'améliorer dans la fluidité, dans l'unité du corps, voilà. C'est assez complexe. Souplesse, comme vous dites. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, peu importe le gabarit, en fait, ce n'est pas une question de gabarit, on peut pratiquer l'aïkido, puisque, comme on l'a vu samedi, il s'agit en fait d'utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Donc, oui, l'objectif, c'est justement désamorcer les conflits dans un esprit souillé d'apaisement. Et donc, quel que soit le gabarit, la personne peut effectivement appliquer les principes que j'ai développés précédemment, où justement il n'y a pas de rapport de force. Toute l'action se faisant en avant ou en anticipation, avant de se trouver confronté à des rapports de force, comme dans les sports, mais les sports aussi, ils sont bien obligés, les sports de combat, de faire des catégories de poids pour pouvoir trouver au moins un équilibre dans les rapports. Ça serait trop facile, ce serait toujours le plus grand, le plus fort, le plus jeune qui gagnerait. Ouais. Alors Catherine, pouvez-vous nous décrire ce qu'est un entraînement parce que j'ai vu samedi qu'il y avait le travail debout, il y avait le travail à main nue et armée, il y avait le travail à genoux. Pouvez-vous nous détailler comment se passe l'entraînement pour ceux qui seraient intéressés? Oui, alors en fait on commence toujours par un petit échauffement quand même, hein, puisque même si ça ne demande pas de préparation spécifique, on a passé la journée au travail et donc on commence par un échauffement, une préparation en tout cas adaptée à la pratique. Et puis essentiellement l'objectif est de faire le vide, je dirais, mental, et de se centrer sur soi-même et sur l'activité en tant que telle. Après, on choisit une thématique, je veux dire par exemple le mai, en japonais, qui veut dire la distance. Et à partir de là, on va travailler des principes, des techniques qui permettent de travailler sur l'objectif de distance. Donc garder sa distance, se préserver, etc. Donc on peut avoir des techniques à genoux, des techniques qu'on appelle en suwariwaza, des techniques où un partenaire est debout et l'autre à genoux, à mi-andashiwaza, les deux partenaires debout, et puis après on a des jeux également de pratique avec les armes. Donc le jo,
Le grand bâton que vous avez vu à plusieurs reprises, le ken, un sabre en bois, et le tanto, un couteau. Et est-ce que l'aïkido est un sport qui a évolué dans sa technique et dans sa pratique, ou depuis sa création, les bases sont les réponses lesquelles Ah oui, l'aïkido a évolué, effectivement, il évolue avec les générations. Comme tout évolue, la pratique d'il y a 20, 30 ans n'est plus tout à fait la même. Dans l'expression corporelle, il y a plus peut-être de fluidité, il y a plus de... Parce que c'est comme toutes les activités à connotation complexe au niveau technique, comme vous prenez par exemple le patinage ou des choses comme ça, ou la gymnastique. Vous vous rendez compte, si vous passez des films d'il y a 20, 30 ans, c'est plus du tout en rapport avec ce qui se fait actuellement. Et l'aïkido est relativement identique. Donc ça ne s'est pas affiné, ça a progressé avec les générations, le corps progresse, l'intelligence du corps évolue et l'expression forcément est différente de celle qu'il y avait il y a 30-40 ans. Oui, l'expression est différente, le corps progresse, évolue, mais aussi le type d'agression et le mode d'agression à l'extérieur aussi évolue. Ça a changé, il y a des techniques. Non, mais c'est vrai, je pense en fait, ma question, je me demandais si par rapport c'est-à-dire si l'aïkido prenait ça en compte ou uniquement justement c'est... Enfin, à mon sens, il ne faut pas venir faire de l'aïkido pour espérer esquiver une attaque dans la rue. C'est là que je voulais en venir en fait. Non, je ne pense pas. En tout cas, si on vous attaque dans la rue, vous partez en courant et vous ne venez pas à l'aïkido pour ce type de raisons. À mon avis, ce sont les mauvaises raisons. D'ailleurs, dans les codes des arts martiaux, globalement, toute personne gradée, moi je suis ceinture noire, 3e dan, ça veut dire qu'à partir du 1er dan, grade d'état, vous êtes considéré comme étant armé à l'arme blanche en permanence. Et vous devez, dans le cadre d'une attaque, riposter de façon proportionnée à l'attaque. Et les codes des disciplines martiales nous conseillent et encouragent fortement, et c'est ce qu'on dit également aux élèves, et c'est vraiment un discours à maintenir, de ne pas l'utiliser à l'extérieur. Puisque notre finalité, l'objectif, c'est de désamorcer l'attaque. Donc bien évidemment, dans l'enseignement, on ne va pas conseiller à l'individu d'utiliser les techniques apprises sur le tatami pour les utiliser dans la rue. Mais on va développer les principes qui consistent à tendre vers la non-violence. Et par contre, donc, c'est-à-dire que vous êtes régi par un code. Ce qu'on apprend au dojo, on n'a pas le droit de l'utiliser à l'extérieur. C'est l'éthique, des arts martiaux. C'est-à-dire que les techniques, on ne va pas faire un côté gâchis, un retournement de poignet. Par exemple, moi j'ai des adolescents, des collégiens, je leur montre des techniques qui consistent à retourner les poignets ou à faire des clés de bras. Bien évidemment que dans la cour, ils ont interdiction d'utiliser ce type de technique. Par contre, ce qu'on apprend, c'est que face à une agression, on va être amené à désamorcer l'attaque par se déplacer pour se placer ailleurs, en dehors du champ de l'attaque, ou alors amener l'autre face à une attaque à le déséquilibrer. Et donc je dirais qu'au-delà de la technique et de la pratique physique, ça développe des principes, je dirais, intellectuels. Alors donc c'est Royer, parce qu'on disait que c'était un sport non violent, qu'on désamorce là, on désamorce plus qu'autre chose, mais par contre, vous nous avez montré, ça me dit que parfois, il y a la possibilité de mettre des coups, quelques coups, d'ailleurs vous m'en avez mis, pour justement montrer à l'adversaire que... Oui, bon, les deux aspects de l'aïkido, pour la réalisation des techniques, à partir du moment où vous êtes toujours dans le rôle de celui qui se défend, c'est de dissuader l'autre, si vous voulez, d'être agressif. Donc il faut vous mettre dans une situation où vous devez gérer le conflit et l'apaiser, mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le côté mécanique, où mon corps intervient sur celui de l'autre, à partir de principes, bon, qui serait trop long à expliquer ici, mais en dehors de cet aspect purement mécanique, il y a des aspects psychologiques dissuasifs. Or, l'athémie, c'est quelque chose qui peut être dissuasif au sens de créer une ouverture ou empêcher l'autre d'avoir une deuxième action qui pourrait vous poser problème en termes de contrainte et d'intégrité. Donc, l'athémie fait partie aussi de la pratique de l'aïkido. Ceci dit, il n'est jamais donné à des fins destructives ou à des fins violentes. Il est donné à des fins dissuasives pour, si vous voulez, figer un peu
les comportements belliqueux de celui qui est censé jouer le rôle de l'agresseur. Voilà. Alors, il nous reste 30 secondes avant la publicité. Je vais vous laisser donc envoyer un message à tous ceux qui seraient intéressés donc pour devenir adhérents, comment ça se passe, etc. Écoutez, il y a 3 clubs sur Mayotte, Mamoudzou, Sada, Bandrélé, 2 hommes, 1 femme, pour les enseignants, pour venir pratiquer. Et n'hésitez pas à essayer. Venez lors d'un cours, c'est ouvert à tout le monde, garçons, filles, quel que soit l'âge, le sexe. Vous avez un compte Facebook? Le club de Bandrélé a une page Facebook, oui. Aikido Mayotte Bandrélé. Voilà, donc Aikido Mayotte Bandrélé. Et sinon, vous pouvez nous contacter sur Coesi, on vous donnera leurs coordonnées. Alors, sur ce, la première partie de cette émission s'achève là. Nous nous retrouvons dans quelques instants après une courte page de publicité. myshopweb.com. Vous cherchez la meilleure offre en automobile, mode, beauté, bien-être, électroménager? Avec MyShop, cherchez, comparez, choisissez, économisez. Découvrez la vitrine des entreprises de Mayotte sans même vous déplacer. Des infos, des promos, des bons plans disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Besoin d'un renseignement? Contactez directement l'entreprise par mail. Avec MyShop, gagnez du temps, gagnez de l'argent. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Fini au 8080. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Fini au 8080 et tu auras les réponses à tes questions. Fini au 8080. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Votre look et votre beauté sont importants? Vous recherchez un magasin où trouver votre prochaine tenue. Robes, chaussures et sacs à main qui feraient craquer votre partenaire? Look Beauté, situé rue du Commerce, est là pour vous. Avec Coesi, gagnez une paire de chaussures, un sac à main et un portefeuille d'une valeur de 200 €. Pour participer au tirage au sort, envoyez Look au 8090. Look au 8090. Avec les forfaits Next de Donly, vous êtes libre de choisir un forfait avec ou sans mobile, avec ou sans engagement. Libre de changer de mobile au prix nouveau client des 21 mois de fidélité. Libre de communiquer encore moins cher. Vite, c'est le moment de profiter du forfait Next de illimité à partir de 15 € par mois pendant 2 mois. Only, está oui. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Fan de texto et d'internet pour rester en contact avec tes potes? Ça tombe bien, ça bouge chez 976 Mobile. Pour connaître toutes les actus et les bons plans sur Mayotte et même gagner des cadeaux, kiffe ton réseau et rejoins-nous sur Facebook. Et en ce moment, il y a du nouveau dans les offres 976 Mobile. Si tu kiffes vraiment les textos illimités, internet 24/24 et jusqu'à 1h30 d'appel, bouge-toi et prends un forfait compte bloqué 976 Mobile. 976 Mobile va y SFR. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait Eco-Vision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé mutuel.
Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Envie de rencontres dans ta région? Envoie Rank au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Rank au 61 62, c'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Rank au 61 62. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt! Ouais. Alors, nous revoilà donc sur le plateau de Casport. Là, je suis entouré que de footeux. Vous avez laissé les Lamborghini et les Mercedes dehors. Alors, on va donc d'abord, avant de commencer cette page football, regarder les images du match qui voyait s'opposer au handball, le handball club de Kombani contre votre club, Tsingoni au handball. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Dans la vie d'un village, d'un club, d'une équipe, il y a des jours. Des événements, des matchs que l'on veut à tout prix remporter. Quand on a une histoire, un palmarès, cela revêt une importance capitale. Qui d'autre que le HC Kombani pourrait en témoigner ? En ce samedi 9 mai 2015, le club combanien joue son titre de champion de Mayotte 2015 contre le club voisin de Tsingoni. Les rivaux historiques se retrouvent donc pour un derby prometteur et alléchant. Les spectateurs des deux équipes ont fait le déplacement. Monsieur le maire est là, assis aux tribunes VIP. Contre toute attente, c'est Tsingoni qui va faire le jeu dès le départ. On se déplace avec aisance. Le non-porteur du ballon multiplie les appels de balles et embrouille l'alignement défensif adverse. Tsingoni, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de championnat, compte tout de même laisser des traces et ça se voit. On va travailler en 2-4. Donc, ce qui veut dire, la défense, c'est là. Voilà. On monte. Non, pour le mal, 2-4. À deuxième mi-temps, il faut faire vraiment des efforts à assurer les tirs parce qu'on a trop laissé le gardien nous dominer, nous bouffer. On va essayer de le modifier et travailler. On a remarqué qu'ils sont en 0-6, donc on va jouer avec deux pivots pour vraiment relancer nos arrières et pour qu'ils puissent assurer les occasions. De retour de pause, les intentions combaniennes sont affirmées avec plus d'allant. On crée énormément de mouvements, on fait le jeu, on crée le surnombre. Le porteur de balle utilise son intelligence pour libérer de l'espace pour le non-porteur du ballon et prend la formation de son crédit d'action avant de définir ses choix pour la stratégie d'attaque. Tsingoni continue de mener au score alors que nous pensions voir Kombani en tête en récompense de sa domination en ce début de mi-temps. 13-17 pour Kombani, puis 27-30 pour le score final. Le championnat, on l'a déjà perdu depuis un petit moment, nous, l'équipe de Tsingoni. Kombani, ils sont en lutte avec Team Koura. Il reste une journée. Nous, on joue nos matchs les uns après les autres. On n'a pas envie de les perdre. C'est du sport, on veut les gagner tous. Donc, on verra sur la dernière journée ce qui se passe. Vous savez, c'est quand même une chance d'avoir deux équipes en excellence et qui jouent bien d'ailleurs. On a vu un très bon match. Je pense que la commune n'a pas à perdre quand on a des équipes comme ça. Et donc ça fait de plaisir de venir assister et regarder le match. Mais comme le dit le capitaine, le championnat n'est pas encore fini et le titre de champion est toujours à la portée du club qui devra rapidement se mettre au boulot et faire le plein d'énergie et augmenter son capital. Christian, je vous imagine assez satisfait de ces résultats? Vous, Tsingoniens? Ah, bien sûr, mais c'est le handball, c'est un sport qui est bien pratiqué dans le village, dans la commune, comme il l'a souligné le maire. Ce qui m'a plu, c'est que le match s'est très bien passé.
sans souci. Ça a montré que c'était des adultes qui étaient là. Et c'est plaisant de voir ça. Et après la victoire nous revient. Alors, bien sûr. On va tout de suite regarder le classement d'abord féminin de ce championnat masculin. Voilà. Alors en première position, on a l'AJH Team Koura avec 59 points, talonné de très près par le Handball Club de Combani avec 58 points, suivi de l'ASC Tsingoni avec 56 points. Le club de Magicavo est donc 11e avec 29 points et le Handball Club de Dzoumonier ferme la marge, 27 points. C'est la lanterne rouge. Maintenant, pré-national division féminine, premier, alors ce sont les filles de Combani avec 61 points. Deuxième, l'Agias Team Koura avec 57 points. Troisième, l'ASC Tsingoni avec 54 points. Ferme la marge de ce podium, donc les 10, en position numéro 10, le Tchanga Handball avec 29 points. Numéro 11, Alliance Club de Chikoni avec 26 points. Et la lanterne rouge de ce classement, numéro 12, c'est Mwadrou Sport de Mtsangadoua avec 24 petits points. Alors, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler football. Donc on va d'abord regarder ce reportage que nous avons donc filmé. Et ça concerne donc une formation d'arbitrage. Vous êtes directeur technique sportif du FCO Tsingoni, où vous vous occupez donc de tout ce qui est formation, encadrement des jeunes, accompagnement. On en reparle après. D'abord, visionnons ce reportage signé Nourdine Abdourahim. Pour toi, qu'est-ce qu'un capitaine? C'est celui-ci, il y a une faute et tout, c'est celui que l'arbitre ne voit pas, c'est celui qui a le droit de parler à l'arbitre directement. Et il faut savoir qu'il y a en grande partie une méconnaissance des lois du jeu. Les gens croient connaître les lois du jeu et derrière ils sont surpris. Là vous avez vu tout à l'heure, c'était des jeunes qui m'ont donné des exemples qu'on entend souvent. Comme quoi, par exemple, le gardien, quand il quitte son camp, il n'y a pas d'hors-jeu. Alors que ça n'a rien à voir avec la règle. La règle qui est claire sur la position de hors-jeu. Donc, ces gens qui pensent connaître les lois du jeu, s'ils pouvaient de temps en temps participer à des formations comme celle qu'on a fait aujourd'hui, à titre gracieuse, là, ça pourrait peut-être dénouer des conflits. Le dirigeant n'a pas remarqué ça, l'éducateur n'a pas remarqué, mais le capitaine, il l'a remarqué. Est-ce qu'il peut éventuellement... On a sollicité un arbitre fédéral, Seydomar, afin qu'il puisse venir expliquer aux jeunes un peu la loi du jeu et surtout la place de l'arbitre dans le terrain et celle du joueur, les relations qu'ils devront avoir entre ces deux, le joueur et l'arbitre. Qu'est-ce que c'est un arbitre? Qu'est-ce qu'on attend d'un arbitre et qu'est-ce que l'arbitre attend d'un joueur. Voilà, c'était surtout ça parce qu'à plusieurs reprises les jeunes ils jouent, mais pour eux un arbitre c'est un ennemi, pour eux un arbitre il est venu pour tricher ou des trucs comme ça, et pourtant l'arbitre il est là pour venir faire arbitrer le match pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Si vous avez des questions autres que ce que je vais évoquer là, et que vous avez envie de savoir, c'est l'occasion. L'arbitrage c'était bien parce que quand on joue en match, on ne sait pas toujours les erreurs qu'on fait et surtout en tant que défenseur au niveau des hors-jeux. Là c'était vraiment très intéressant et le gars, l'arbitre, l'intervenant, il maîtrisait son sujet et il nous a très bien expliqué et ça nous a enrichi quoi. Alors je vais donc me tourner vers Farsi. Oui. Alors pour vous aujourd'hui, vous êtes du club de Tsingoni, c'est bien ça? Alors, quel est votre point de vue, votre analyse par rapport justement à la pratique du football dans ces catégories-là, U18, à Mayotte en général? Je trouve qu'il y a une bonne ambiance sur le terrain. On mange ensemble, on discute, on fonctionne tous ensemble. Donc je trouve que c'est bien organisé. Et c'est une continuation après. Voilà. Alors, Victor,
Alors, quel est votre poste, votre rôle dans cette équipe? Alors moi, je suis défenseur central, libéraux ou latéral et je suis capitaine. Mon rôle, j'ai pas vraiment un rôle différent des autres. J'ai juste un brassard, mais ça change rien du tout. Enfin, ça change pas grand-chose pour moi. Le capitana, ça amène quand même certaines responsabilités. Oui, il y a quelques responsabilités. On est celui on a le droit d'insulter, de crier sur nos partenaires et c'est assez agréable des fois. Mais le problème, c'est que si on fait des erreurs, il y a tout le monde qui nous regarde et du coup, il y a un peu plus de pression. Et il faut avoir une vision et être toujours là pour aider les autres et soutenir parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Du coup, il faut accepter, il faut être là pour aider les autres à accepter les plus faibles dans l'équipe, dans le groupe. D'accord. Et quelle est donc, pour cette saison, votre ambition, votre objectif? Moi, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais je vais continuer, après mon bac, je vais continuer mes études en métropole. Mais j'aimerais vraiment que cette équipe de U18, qui est déjà deuxième de la poule A, continue et puisse finir champion pour monter en poule unique. Et là, c'est déjà bien parti. On a fait une erreur, mais sinon, sur l'ensemble de nos matchs, on a fait de très bons résultats et on a une très très bonne équipe. Alors maintenant, Farsi. Non, pas Farsi. Kader. Vous êtes donc vous êtes éducateur. Vous faites un gros travail à Mlia autour des jeunes. Pouvez-vous nous parler de votre travail au quotidien? Bonsoir. En fait, je travaille avec des jeunes à Mlia. C'est des jeunes qui ont envie d'apprendre le métier du football, avoir un savoir-faire. Ils sont là à l'écoute des gens et surtout quand je leur dis venez à telle heure, ils sont là. Ils ont envie de progresser dans l'avenir, avoir un bon niveau dans le foot. Alors, on a vu souvent qu'il y a eu des conflits, des problèmes avec des arbitres ici, malheureusement. Ça s'est parfois très mal fini. Comment aujourd'hui, apprenez-vous, comment inculquez-vous à ces jeunes justement le respect, le fair play et toutes ces valeurs qui normalement devraient faire la gloire du sport? En tant que dirigeant, je leur dis surtout de ne pas parler sur le terrain. C'est moi qui prends les décisions. Côté respect, je leur impose depuis dans les terrains de ne pas parler, surtout avec les arbitres. Tout le monde fait des erreurs. L'erreur n'est pas... l'erreur, c'est humaine. Et ces petits-là, ils sont là, ils sont là. Ils ont envie de progresser, c'est tout. D'accord. Alors, Victor, ça vous arrive des fois de piquer une colère, d'avoir envie d'avoir des mots pas très tendres envers l'arbitre, mais vous vous retenez, j'imagine. Ou vous enlevez vos lunettes comme Clark Kent et vous changez de... Alors, comment ça se passe dans ce moment-là pour être plus sérieux quand on est irrité par une décision arbitrale? En fait, le plus gros problème, c'est que pour nous, les catégories jeunes, on a rarement des arbitres officiels. Et donc, en gros, c'est que quand on joue à l'extérieur, on est 11 sur le terrain. Nous, les adversaires sont en général 12 avec l'arbitre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, dans des moments comme ça, c'est très difficile de ne pas s'énerver quand le match est difficile et qu'en plus, on a l'arbitre qui est contre nous. C'est très difficile. Mais en général, comme ce sont des personnes bénévoles, on essaye de rester calme. Mais il arrive que des fois, on pète les plombs, surtout quand on commence à perdre. Mais malgré l'irritation, on s'est resté courtois, poli, respectueux envers les règles, envers le sport, envers les spectateurs. C'est bien ça? Oui, on va dire ça. Alors, pouvez-vous nous parler de votre dernier match? Comment s'est-il passé? Mon dernier match, j'ai participé, j'ai joué. J'ai fait un grand match, sans me vanter, mais j'ai fait un grand match. J'ai une motivation pour moi et pour l'équipe pour gagner, pour prendre la première place cette année. Parce que c'est notre objectif cette année, de finir premier dans la saison. Donc il faut s'améliorer et bien jouer. Alors Christian, vous
Vous avez débuté, enfin vous êtes de Tsingoni, vous avez évolué à Tsingoni. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'être passé de l'autre côté donc de la barrière et d'être aujourd'hui de pousser des jeunes, de leur transmettre une expérience qui vous a été transmise il y a longtemps? Tout à fait, mon cher ami. C'est ça mon but cette année, c'est de revenir et travailler avec cette jeunesse, de leur donner les acquis que j'ai aujourd'hui, de leur faire passer le message et de montrer aux gens que si on veut que le football maori, parce que je ne parle pas du football de Tsingoni plus particulièrement, mais de Mayotte, je pense qu'il faut passer par la jeunesse d'abord. Et comme vous l'avez vu sur le reportage, la formation d'arbitre, je l'ai organisée éventuellement pour que les jeunes soient formés par des gens qui sont formés, des professionnels comme Saïd Omar, un arbitre fédéral, mais parce que moi je leur donne, je leur dis quand il y a les entraînements et tout ça, je leur explique. Mais là j'ai profité de Saïd Omar et je le remercie d'être venu et présent et de pouvoir aider ces jeunes-là afin qu'ils puissent savoir que dans le terrain ils sont des joueurs et ils sont là que pour jouer et laisser l'arbitre arbitrer. Voilà. Alors, vous avez connu vos heures de gloire avec votre club, avec le club de Msamboro. Vous êtes allé en métropole, vous avez gagné la Coupe de France régionale, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes de Tsingoni? Parce qu'on sait que le club, l'équipe première, traverse une période un peu compliquée, une période de turbulence. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire à ces jeunes-là, justement, pour les remotiver? Je leur dirais tout simplement que si aujourd'hui FCO traverse une période de turbulence, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de relais en fait. Je rappelle que FCO a gagné la Coupe de France en 2006. FCO a gagné la Coupe de France avec une génération qui a travaillé ensemble. Le groupe Avaldo, Henri Abdou, Zaïdou, El Habib, tout ça, c'est un groupe qui a travaillé ensemble. Et s'ils ont gagné la Coupe de France en 2006, ce n'était pas un fait du hasard. Aujourd'hui, il faudrait accepter que cette génération-là ne peut plus répondre aux attentes de la population de Tsingoni. Donc il faudrait que nous, les techniciens, on soutienne ces jeunes afin que demain on puisse y arriver. Et dire à ces jeunes que ça va aller très vite, hein, très vite. Ça va aller très vite. Ils ont 16, 17, 18 ans à peine. Et dans 2-3 ans, ils vont jouer à senior. Et certainement, ils peuvent faire quelque chose s'ils restent ensemble. Alors très bien. Maintenant, j'imagine que vous êtes tous scolarisés? Oui. Oui. Alors on va donc répondre. On va faire une interrogation maintenant. Interrogation écrite, cahier sur la table, stylo, on range la calculatrice. Alors, donc je vais vous poser des questions sur l'arbitrage. D'abord, je reçois beaucoup de SMS. Là. On me demande, ouais, alors est-ce que ces jeunes-là sont mariés, lequel touche le plus gros salaire de footballeur? Mais je ne suis pas matérialiste. Alors, première question. Alors, Victor, toi, tu n'as pas le droit d'y répondre. Quelles sont les différentes réserves dont dispose l'arbitre? Les différents réserves d'arbitre. Ouais. Il y a après le match et avant le match. Ah, moi je pose la question, vous répondez. C'est. Alors? Il y a réserve technique avant le match ou bien. On avait posé la question à Victor sur le terrain, il nous avait répondu. On va visionner ça tout de suite. Les réserves administratives par rapport aux qualifications du joueur, si le joueur est en règle ou pas, et réserve technique, pardon, c'est le capitaine pour les équipes seniors ou sinon le dirigeant qui le pose lorsque l'arbitre fait une erreur pendant le match ou n'a pas vu une faute ou a mal apprécié, c'est-à-dire qu'il siffle un corner, un coup franc au lieu d'un penalty. Alors maintenant on va écouter la réponse de Saïd Omar, l'arbitre professionnel. Alors, on écoute ça. Alors, on a deux types de réserves. Une réserve
qu'on va appeler des réserves administratives, qui sont les réserves de qualification sur l'équipement de terrain et tout ça, et les réserves techniques qui sont liées aux mauvaises interprétations des lois du jeu. Alors, deuxième question. Là, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, quel est le nombre minimum de joueurs qu'il faut pour débuter un match? 8. 8, vous dites? Victor? 8 au niveau national et 7 pour les compétitions internationales. Je suis d'accord pour lui. On ne triche pas sur son voisin, hein. Attention. Allez, on va regarder la réponse de l'arbitre. Alors, pour jouer un match à football à 11, au niveau national, c'est-à-dire le niveau fédération française de football, on doit avoir au minimum 8 joueurs. Par contre, au niveau international, bien sûr, on peut aller jusqu'à 7. Alors, question, combien de temps avant le coup d'envoi, l'arbitre doit être présent sur le terrain? 1 heure avant? Oui, 1 heure. Pareil, 1 heure. On valide? Allez, on va regarder ça. Est-ce que l'arbitre Saïd Omar valide ou pas? Alors, les arbitres doivent être sur le match, sur le terrain, en compétition locale, c'est-à-dire un championnat et en Coupe de France jusqu'en 6e tour. C'est 1 heure avant le coup d'envoi. Alors, dernière question. Je vois que vous êtes bien calé quand même côté foot. Hein. Dernière question. Qu'est-ce qu'un penalty indirect? Et pourquoi le siffle-t-on? Un penalty indirect? Ouais. Ouais, penalty indirect. Un penalty indirect. En fait, un penalty doit être tiré. Quand on tire un penalty, la balle doit aller vers le but. Et un penalty indirect, c'est quand on fait une passe en profondeur. En fait, à un joueur qui est derrière et qui part et qui marque. Toi, t'as pas ton smartphone caché sur le coin de la table là? T'es pas connecté? Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Allez, on va regarder la réponse de l'arbitre. C'est de botter le ballon vers l'avant et un partenaire qui était en dehors de la surface de réparation, bien sûr, à au moins 9,15 m du ballon, qui aille tirer. Normalement, on botte vers l'avant et le partenaire va tirer pour marquer. Ça existe, mais pas, on ne peut pas souvent le voir parce que c'est plus facile de tirer directement vers le but. Ouais, bravo, vous avez répondu impeccablement à mes questions. Je vois que pour le foot, vous êtes carré. J'espère que c'est pareil à l'école. Alors donc, quelqu'un peut me dire le théorème de Thalès? Là, il n'y a plus personne. Allez, Christian. Alors, Christian, pouvez-vous nous dire quelles sont les 5 meilleures rencontres ou événements qui ont jalonné votre parcours, votre carrière? Les 5 meilleurs matchs? Ouais. Oh, il faudrait que je revienne vraiment en arrière. Je les classe ou je dis par hasard? Non, par hasard. Les classer? Non, par hasard, comme par tu hasard. Bah, je parlerai des matchs en 2005. La finale de champion de Mayotte du 18. C'était à Bandélé c'était à Chikoni, Tchanga contre Bandélé. Je parlerai du match FCO, Tchanga contre FCO Amelia. On les avait mis 3-1. C'était super. Et je parlerai de le meilleur match. C'était la Super Coupe qu'on a joué contre FC Mtsapere, du 18 à Mtsapere. Et après, cette année, on a fait un match contre Pamandzi. Ça rentre dans les 5. Et le top, bien sûr, c'est la Coupe de France régionale. Les Abbés de Mzamboro face au FCM. Et quand on a gagné, donc c'est les meilleurs. Ouais, et vous vous rappelez de vos meilleurs buts? Ouais, le top but pour moi, c'est le but que un jeune qui s'appelle Asler, il est de Tchanga, il l'avait marqué à Tsingoni et c'était l'année où j'étais arrivé à Mayotte. C'est le top but, c'est le meilleur pour moi. C'est un coup de canon depuis l'extrême gauche au centre, plein lucarne, gauche-droite et rentrée. Alors, cette émission va donc se terminer. On va visionner, si possible, les résultats de Coupe de France de ce week-end.
la régie. Donc Rosador a battu Kaweni après prolongation 2-0. FC Chikoni s'est fait battre par Kanikeli 5-4. Le FC Mtsapere a battu Étincelle Amjago 1-0. Kombani est éliminé par l'UCS Sada. Ils se sont inclinés par le score de 1-0. Je vous laisse donc visionner ces résultats. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. Nous serons au match, gros match, grosse rencontre entre Mtsapere et Mzwazia à 16h au stade de Baobab. Vous jouez ce week-end? Oui, normalement, contre Barakani. Contre Barakani, c'est ça, c'est dimanche, c'est ça? Oui, dimanche à 13h malheureusement. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir, Victor. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.